Bonjour, voici une nouvelle revue de la semaine. Ce sera, je l'espère, sans doute la dernière de cette année 2023, mais qui sait. Voilà, on a passé un sale quart d'heure. On a passé un sale quart d'heure parce qu'on vient d'avoir, pour la 22e fois, un 49-3 à l'Assemblée nationale. Vous savez tous ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. 49-3 égale le gouvernement décide qu'une loi est adoptée s'il n'y a pas eu de majorité pour le censurer. Donc chaque fois qu'il présente un 49-3, la loi est considérée comme adoptée, puisque la censure n'est pas adoptée. Alors on nous dit, alors pourquoi vous déposez des motions de censure? Vous banalisez l'usage de la motion de censure. Non, pas du tout, c'est qu'on veut empêcher qu'eux banalisent l'article 49.3. Et je demande qu'on y réfléchisse sérieusement. Quel autre pays au monde aurait 2 années de suite sa loi de finances, c'est-à-dire son budget et son budget de la sécurité sociale, adopté sans avoir jamais été voté, c'est-à-dire considéré comme effectif alors même qu'il n'y a pas eu de majorité, il n'y a pas eu de vote du tout sur le sujet. Ça crée en quelque sorte l'ambiance de cette fin d'année parlementaire qui, bien sûr, pendant qu'elle a lieu et qu'elle vit d'un soubresaut à l'autre, d'un abus de pouvoir à l'autre, masque toute la réalité dans laquelle vivent les gens, parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Et en particulier du fait que tout le monde s'est fait braquer 20% de son salaire, puisque les prix ont augmenté de 20% dans l'alimentation, et que vous savez que cette augmentation n'a aucun rapport avec quelque fait objectif que ce soit. C'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, c'est rien de tout ça, c'est juste que les marges des entreprises de l'agroalimentaire se sont accrues, donc que leurs profits se sont accrus. C'est ça l'ambiance dans laquelle on vit. Et pendant que ça se passe, on a l'impression de diversion, comme cette loi immigration dont je vais vous parler dans un instant. Mais avant ça, je ne peux pas faire moins que d'évoquer devant vous la déception qui a été pour nous quand, dans la niche parlementaire, on a présenté notre proposition de loi pour bloquer les prix, justement, et que, alors qu'on a gagné sur tous les articles, au dernier moment, il nous a manqué 6 voix de la NUPES, pour que le blocage des prix soit adopté par l'Assemblée nationale. J'ai vraiment beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume de ce résultat de vote, parce que normalement on aurait dû gagner. J'ajoute que la suite, c'est le gouvernement qui s'en est chargé. Nous avions obtenu 2 commissions d'enquête, l'une à l'initiative de William Martinet, à propos des crèches et des conditions dans lesquelles la très petite enfance est accueillie dans les crèches privées. Alors on nous avait dit, faut rajouter les crèches publiques, en avant pour les crèches publiques, c'était pas un sujet pour nous. Et au dernier moment, quand la commission a été constituée, les macronistes ont éliminé de la présidence de la commission et du poste de rapporteur, qui pour nous est le plus important. Quand vous proposez une commission d'enquête, c'est les 2 postes clés. Je ne dis pas que les autres soient négligeables, mais ceux-là sont clés. Et on les donne en général, un des 2, à ceux qui ont proposé la commission d'enquête. Et bien là, au dernier moment, ils ont éliminé purement et simplement William Martinet. Et puis il y a eu pire, si j'ose dire, parce que dans ce domaine, c'est difficile de faire des différences de valeur des lois qui sont proposées. On avait fait adopter à nouveau dans notre niche parlementaire, à l'initiative de Jean-Philippe Nilor, qui est député de la Martinique, une résolution créant une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles l'État agit ou va agir ou prévoit d'agir face au dérèglement climatique. Parce que le député de la Martinique est en première ligne du dérèglement climatique, qui a déjà eu des événements de grande ampleur qui ont frappé les îles des Caraïbes et où on a vu une certaine impuissance de l'État à faire face. Donc on était très content d'avoir obtenu ce vote, d'autant qu'on pensait qu'on ne limiterait pas la commission d'enquête aux seuls moyens déployés dans les Caraïbes, mais que la question se poserait pour les Alpes-Maritimes, les Landes, le Pas-de-Calais, que sais-je encore, où le dérèglement climatique a mis tous les services de l'État au pied du mur. Eh bien, au dernier moment, même chose, les macronistes ont décidé d'éliminer Jean-Philippe Nilor, qui aurait dû être le rapporteur de cette commission d'enquête, ou le président, mais le rapporteur, et ont mis à la place des gens qui considèrent comme sûr. Du coup, ça a déclenché une vague de démission de cette commission d'enquête, et nous, on est très malheureux, parce qu'on avait beaucoup misé sur ce qui allait se passer là pour travailler. Alors là-dessus arrive cette loi sur l'immigration, dont dès le début, on sait que c'est une absurdité. Le président de la République décide qu'il lui faut une loi immigration parce qu'il se croit très malin. Il pense que de cette manière-là, il va montrer que lui aussi, scrogneux, il est capable de prendre des mesures contre les immigrés. Et donc, son affaire traîne pendant plus d'1 an.
c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver ni les mesures qui lui conviennent, ni celles qui peuvent réunir une majorité. Et pour finir, il présente une loi d'abord devant le Sénat. Mais le point de départ est déjà absurde. C'est l'idée qu'il y a une vague migratoire, qu'il y a quelque chose qui nous déborde, qui nous submerge. Naturellement, rien de tout ça n'existe. Et lui, du coup, vous vend cette loi, ce qui a été adopté, comme un bouclier contre cette vague migratoire. Mais à aucun moment, il ne démontre l'existence de cette vague, et surtout, à aucun moment, il ne montre en quoi les mesures qui ont été prises vont dissuader des gens de vouloir migrer. Alors que nous savons tous que, d'ores et déjà, les gens qui migrent dans les conditions que lui semble vouloir condamner, c'est-à-dire irrégulières, hein, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas peur de relever le défi de la mer Méditerranée qui s'y noie par milliers. Donc pourquoi les gens font-ils ça? C'est quand même pas besoin d'être très intelligent pour le comprendre. C'est parce qu'à l'endroit où ils se trouvent, ils ne peuvent pas rester, soit à cause de la guerre, soit à cause du changement climatique, soit à cause de la crise économique. Par conséquent, la migration est le processus naturel de leur part pour essayer de se ménager à eux et à leurs enfants une vie meilleure. Quel autre être humain n'en ferait pas autant? Est-ce que nous-mêmes, nous ne migrons pas par milliers tous les ans dans tous les pays d'Europe, et notamment en France, où c'est 45 000 par an qui quittent la France? Imaginez-vous que les autres nous traitent aussi mal qu'on est en train de traiter ceux qui arrivent, et vous aurez une idée des réactions que nous, on aurait en apprenant les mesures qui sont prises. Ça commence par des bêtises, un quota migratoire. Alors vous avez tous les gens qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, qui se disent « Ah ben, quota migratoire, voilà, ça c'est la bonne idée, on décide combien de gens peuvent rentrer. » Ben oui, et puis s'il y en a plus, qu'est-ce que vous faites, hein? Ben voilà, vous êtes dans la même situation qu'aujourd'hui, et en effet, il n'y a rien qui changera cette situation si vous ne traitez pas les conditions dans lesquelles on accueille les gens, et pourquoi on ne les convainc pas de ne pas partir de l'endroit où ils se trouvent, c'est-à-dire que si on les aidait à rester là où ils en seraient eux les premiers heureux. Il ne faut pas croire que les gens viennent ici, comme a l'air de le dire le président Macron, pour bénéficier d'avantages sociaux. Personne ne discute avant de partir de l'avantage social du pays dans lequel il va entrer. Ça n'existe pas, et je mets au défi qu'on me prouve le contraire. La vérité, c'est que nous avons besoin des immigrés. Et je pèse mes mots. Nous ne pouvons pas faire fonctionner la France sans les immigrés. D'accord? Pourquoi? Ben d'abord parce que pour l'équilibre des comptes sociaux. Les comptes sociaux en France reposent sur le nombre de cotisants. Donc nous avons besoin de plus de gens au travail. Nous avons besoin d'une masse active plus importante. Premier élément. Deuxième élément, c'est que toutes sortes de tâches sont aujourd'hui accomplies par des immigrés et qu'il n'y a personne d'autre qu'eux pour les faire. Je pense par exemple aux médecins. Si vous ne le savez pas, dans tout le système public, il y a des médecins étrangers partout. Et ça ne marcherait pas s'ils n'y étaient pas. S'ils s'en allaient tous, on ne pourrait plus faire fonctionner le système de santé français. Là, j'ai pris l'exemple d'un métier qui est à un niveau de qualification élevé, qui prend du temps à être formé, soit dit par parenthèse. C'est des gens formés qu'on prend à d'autres pays. Il faut quand même se rappeler aussi que ces gens-là, ils viennent de pays, ils ont un pays d'origine. Bref, ils sont là, ils font le travail. Il faut 10 ans pour faire un médecin. Mais les autres tâches, plus ordinaires, mais qui nécessitent aussi de la qualification, un métier sans qualification, ça n'existe pas, qui font des tâches beaucoup plus dures dans le bâtiment, dans la restauration, dans tout ce que vous voulez, qui va les faire s'ils ne les font pas? Est-ce vous qui allez le faire? Vous connaissez des gens autour de vous qui se disent « Ah ben moi j'ai envie d'aller au marteau-piqueur, j'ai envie d'aller dans telle ou telle cuisine pour la paye qu'on y donne, et je suis empêché parce qu'il y a un étranger. Donnez-moi seulement un exemple de ça et j'accepterai d'en discuter. » Ça n'existe pas. Est-ce que vous connaissez un médecin qui serait un médecin français et qui dirait « Je n'ai pas pu exercer dans l'hôpital public parce que la place était occupée par un médecin étranger ». Il n'y en a pas. Citez un seul exemple et nous accepterions d'en discuter. Si je prends ce point de départ, c'est de vous montrer le caractère absurde de ce qui se décide dans cette loi comme bouclier. Ça n'a pas de sens. Et c'est d'autant moins vrai que la population est en déclin dans toute l'Europe et que donc on a besoin d'être plus nombreux. À partir de 2026, la population décline en Europe. On a donc besoin d'être plus nombreux. Et d'ailleurs, si nous sommes aussi nombreux que nous le sommes, c'est aussi parce qu'il y a eu à temps l'immigration, et que cette immigration, ce sont nos grands-parents. D'accord? Ça signifie, si vous ne le savez pas, que dans les années 50, il y avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Ça veut dire que toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, qui sont décidées aujourd'hui, sont des mesures qui peuvent conduire à mettre dehors votre grand-père, votre grand-mère aurait pu faire qu'ils n'étaient pas là. Et d'ailleurs, ça va continuer maintenant avec les gens qui sont dans le pays, dans des conditions régulières
ou irrégulières, et qui vont continuer à se fréquenter, à s'aimer, à avoir des enfants ensemble. Et donc nous allons avoir une population qui va s'accroître en partie grâce à cette manière de vivre ensemble. Et alors à qui ça pose problème? À qui ça pose problème? De quoi on parle? Qui ça gêne? Qui ça dérange? Vous savez aussi bien que moi qu'en une génération sur place, tout le monde ne parle que français. Évidemment, la religion de son choix, ce n'est pas le sujet. Mais en définitive, nous ne sommes pas une nation définie par une langue, puisque 29 pays parlent la langue française comme nous. Nous ne sommes pas définis par une religion, nous ne sommes pas définis par une couleur de peau, nous sommes juste définis par un cadre politique. Liberté, égalité, fraternité, c'est la République, c'est pas dur à comprendre. Donc peu importe après qui c'est au point de départ. Si ton grand-père ou ton père est de telle ou ta mère est de telle ou telle nationalité. Ce qui compte, c'est qu'après, tout le monde participe à la vie de la société. Et il y a une manière absurde de traiter ce problème, vous l'avez vu avec Madame Marion Maréchal, qui consiste à attribuer aux immigrés tous les crimes qui sont. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des crimes commis par des immigrés. On a l'impression que tous les crimes sont commis par des immigrés. Et puis quel est le crime qui serait supportable juste parce qu'il est fait par un Français d'origine? Il n'y en a aucun. Donc tout ça est absurde. La majorité des crimes commis dans ce pays le sont par des gens qui sont déjà dans ce pays et qui sont des Français. Donc stop à la bêtise. Parce que si vous voulez faire des parallèles absurdes, hein, moi je peux vous en proposer autant que vous voulez pour vous montrer à quel point ça n'a pas de sens. Faites une statistique à la sortie d'un ascenseur, il faut se marrer un peu quand même, hein, à la sortie de votre ascenseur, vous demandez aux gens qui c'est qui est divorcé. Et vous prenez la statistique, puis après vous allez dans la rue, vous la recommencez, vous comparez, et puis vous pourrez conclure que prendre l'ascenseur vous fait plus ou moins divorcer que la moyenne des gens qu'il y a dans la rue. Tout ça n'a aucun sens. Ou bien vous pouvez prendre les crimes et dire, tiens, j'ai aperçu que dans les criminels ou dans les délinquants, il y a une majorité de gens qui ont les cheveux noirs ou les cheveux blonds. Donc il faudra prendre des mesures contre ceux qui ont les cheveux noirs ou les cheveux blonds. Cette manière de rapprocher des séries statistiques n'a pas de sens. Et le faire, c'est criminel, parce que ça égare l'attention et l'intérêt pour la réalité. Donc je reviens à ce que je disais, nous avons besoin d'immigrés. Dès lors, c'est tout à fait évident qu'on a besoin de monde. Alors peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais c'est une réalité. Si vous voulez, par exemple, que les comptes sociaux restent en équilibre, il faut que vous ayez une proportion de la population ou un niveau de cotisation qui vous permet de maintenir les comptes en ordre. Bon. Donc si vous avez moins de monde, par la force des choses, vous vous enfoncez dans la crise. Même Madame Le Pen avait dit à un moment donné qu'elle comprenait que l'équilibre du régime des retraites dépendait du nombre de la démographie. C'est un des aspects, il n'y a pas que la démographie, il y a aussi le niveau des cotisations, et on pourrait faire cotiser bien davantage le capital. Mais en tout cas, c'est un des paramètres, une des conditions nécessaires à l'équilibre des comptes sociaux. Donc, en réalité, les gens, nous avons besoin de l'immigration. Nous avons besoin. Et nous en avons besoin compte tenu de ce que je suis en train de vous expliquer. Et quand on fait ce regroupement familial, figurez-vous, je ne vais pas... Alors on peut dire, bon, on s'en fout, après tout, 2 ans, il faut serrer les dents. Attendez, c'est 2 ans pour avoir le droit de demander. C'est-à-dire que vous ne restez pas 2 ans tout seul. Vous restez 2 ans tout seul, plus le temps qu'on vous réponde. Et on peut vous répondre non. On ne vous permet pas le regroupement familial parce que dans telle préfecture, on a dit maintenant ça suffit comme ça, bon, pour des raisons qui appartiennent à l'administration. Donc c'est plus long. Et puis c'est pas tout. Vous avez le droit de demander le regroupement familial à partir de 2 ans de présence. Et après, il y a des conditions. Je ne vais pas discuter de savoir si chacune des mesures que je vais vous lire est cruelle ou pas, s'il est abusible et le démontrer. Je vais simplement essayer de renverser le raisonnement. Les conditions qu'on met aux immigrés pour avoir le droit de faire du regroupement familial, si on vous les appliquait à vous, est-ce que vous pourriez être toujours là? Est-ce que vous pourriez accueillir de la famille, vous marier, fonder une famille? Je vais vous dire quelles sont ces conditions. Madame, monsieur, si vous n'avez pas 1383,09 €, c'est-à-dire le SMIC. Si vous n'avez pas eu le SMIC payé régulièrement, tous les mois, dans les 12 mois précédents, au minimum, hein, dans les 12 mois précédents, pas 10 mois, et puis après une pause d'1 mois, et puis après à nouveau, non, 12 mois, un derrière l'autre, eh bien, vous ne pouvez pas faire de regroupement familial. Si vous êtes 4 ou 5 personnes, il vous faut en moyenne 1500 € sur les 12 derniers mois. Vous avez eu, à 3 ou 4, 1500 € les 12 derniers mois. Tranquille. Et puis, après, il y a les conditions de logement. Alors donc, première condition, vous devez avoir des revenus, que je viens de vous lire. Deuxième condition, des conditions de logement. Donc, regardez si vous êtes
dans une situation qui ferait de vous quelqu'un qui peut accueillir sa famille qui vient de l'étranger. Est-ce que vous habitez comme couple dans un minimum de 22 mètres carrés? Si vous n'avez pas 22 mètres carrés au minimum, vous ne pouvez pas faire une famille. Et si vous avez une personne de plus, c'est 10 mètres carrés par personne de plus. Donc si vous êtes un couple avec un enfant, 32 mètres carrés minimum. Sinon, vous ne pouvez pas accueillir votre famille. Si vous avez 2 enfants à l'étranger, égale 42 mètres carrés, 44 mètres carrés, etc., etc. Donc vous voyez que c'est des conditions qu'une bonne partie du peuple français lui-même ne réunit pas. Et ça vous permet de comprendre pourquoi c'est si cruel. Parce qu'en réalité, on dit aux gens, bah, attendez 2 ans, vous aurez le droit de demander, puis vous aurez le droit d'attendre la réponse. Et puis ensuite, il faudra que vous ayez rempli toutes ces conditions. Et ces conditions, bien sûr, quand vous êtes dans la précarité actuelle, puis il n'y a pas que les étrangers qui travaillent en France qui sont dans la précarité. La précarité, c'est pour tout le monde. C'est 80% des offres d'emploi sont à durée déterminée. C'est ça la situation des nouvelles offres d'emploi. C'est ça la situation aujourd'hui en France, donc c'est vrai pour tout le monde. Vous voyez donc que ce qui est proposé là, c'est un statut d'exception d'une férocité particulière pour les étrangers. En se disant que dans leur pays de départ, ils vont faire une réunion familiale et ils vont regarder combien de mètres carrés ils peuvent espérer trouver, dans quelle ville, avec quel revenu. Ça n'existe pas. Vous le savez comme moi. J'ai pris l'exemple du regroupement familial. Autre embrouille, c'est l'idée que le droit du sol n'existe plus. Alors on vous a dit 100 fois, le droit du sol c'est aussi vieux que la France, hein, ou presque, puisque les premières traces c'est 1300, la deuxième décision dans le même sens c'est l'année 1515. Bon, sous François Ier, qu'est-ce que c'est le droit du sol? C'est-à-dire tu nais ici en France, t'es français, point. Voilà. Alors ça c'est depuis toujours qu'on fait comme ça. Et chaque fois qu'on va se entrer en guerre ou qu'on va avoir des difficultés comme ça, on renforce pour être bien sûr qu'on va avoir le nombre de gens dont on a besoin. Alors là, ils ont décidé, alors ils avaient déjà décidé ça une première fois, que tu nais en France, t'es pas forcément français. Alors, vous voyez, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il y a des situations où ça pose problème. Par exemple, quand cette loi s'applique à Mayotte, on peut comprendre que des gens se disent on est tellement malheureux sous la dictature des Comores qu'on préfère aller en France, du moins nous aurons sauvé nos enfants, ce qui nous crée une situation inextricable. Je ne dis pas qu'on va la régler en supprimant le droit du sol. Il y a d'autres manières de régler le problème que nous avons à Mayotte, et notamment en exerçant sur la République des Comores la pression qu'il est nécessaire d'exercer pour qu'elle-même fasse vivre autrement sa population. Bref, mais c'est pour vous dire, je suis conscient du fait qu'il y a des endroits où on a abouti à des situations incontrôlables, où l'on peut croire que l'on a abouti à cette situation incontrôlable à cause du droit du sol. Mais si les gens veulent bénéficier du droit du sol, c'est d'abord parce qu'ils pensent que leur situation va être meilleure que l'endroit d'où ils partent. Et on revient toujours à la même question, la vraie politique fondamentale, c'est celle qui enlève aux gens l'envie de s'en aller. Et là, dans l'exemple que j'ai pris des Comores, c'est très facile, c'est un archipel. Mayotte est juste dans un archipel. Ça, c'est l'exemple le plus compliqué. Vous voyez, je ne fuis aucune difficulté et qu'on peut toutes les discuter. Mais cette histoire, donc, de donner la nationalité à seulement si le jeune la demande, il n'a pas intérêt à oublier, entre 16 et 18 ans, et donc s'il la demande, ça veut dire qu'on peut la lui refuser. 2 absurdités. La première, jusque-là, on était français, et maintenant, vouloir être français, comme on l'a entendu dire, j'ai entendu des ballots dire « Eh ben moi, je ne trouve pas choquant qu'on veuille exprimer le besoin l'envie d'être français, même si on est né en France, très bien. Et ceux qui sont nés en France et qui sont français, ils ont fait quel effort pour choisir? Quel effort ils ont fait? Pourquoi ils veulent faire? Ils demandent aux autres un effort qu'ils ne se sont pas appliqués à eux-mêmes. Pourquoi? Ben par racisme, tout simplement. Parce qu'ils pensent que quelqu'un qui est né d'une famille dans laquelle il y a des étrangers, au point que la nationalité soit discutable, eh ben, il faut donner des gages. Voilà, c'est du racisme, ça. C'est penser que les gosses ne sont pas tous les mêmes quand ils naissent, quand ils vont à l'école ensemble, quand ils font du sport ensemble, quand ils apprennent la musique ensemble, quand ils lisent, ils écrivent, ils parlent la langue commune, la langue française, et aucune autre. Parce que, encore une fois, les belles personnes savent-elles vraiment qu'en France, on parle surtout le français, quelles que soient les origines de sa famille, hein. Et quand je dis surtout, c'est-à-dire tout le monde. Voilà.
Alors, cette histoire, vous avez donc 16 ans. C'est un âge où on a refusé de créer la majorité politique. Vous saviez que nous proposait ça à l'élection présidentielle. Alors on dit, un jeune, il peut travailler. Un jeune, il peut, être émancipé par ses parents et exercer la responsabilité familiale. Une jeune fille, mettons, qui a un gamin à 16 ans, ce sont des choses qui arrivent, eh bien, elle a le droit d'être maman, elle a le droit d'aller travailler, elle a le droit de prendre les responsabilités parentales, mais elle n'est pas française, parce qu'on le lui a refusé. Que devient donc son gamin? Eh bien, lui aussi, comme il est né de quelqu'un qui n'est pas français, ben, pas français non plus. Donc, on va fabriquer des étrangers avec des gens qui sont français, à la condition qu'on soit tous bien d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'être français. C'est quoi être français? C'est pas une couleur de peau, c'est pas une langue. La couleur de peau, on a toutes les couleurs. La langue, vous savez très bien qu'il y a 29 pays qui ont comme langue officielle le français. Donc ce n'est ni la langue ni la couleur de peau. Évidemment, c'est pas la religion, puisque toutes les religions sont en France. Donc être français, c'est juste vivre une vie guidée par un principe politique. Liberté, égalité, fraternité. Point final, les gens. Et si on voulait être encore plus cru, on dirait, qu'est-ce que c'est être français? C'est avoir une carte d'identité française. Après, ce que vous en faites de votre vie, c'est votre affaire. Vous avez le gosse qui a 16 ans. Aujourd'hui, là, bon, la loi n'est pas encore appliquée, quick, il est français. Et puis, les circonstances de l'existence, 16 ans après, d'autres enfants. Je prends un cas tendu, mais vous pourriez avoir votre autre gamin. Il a 14 ans, c'est dans 2 ans seulement qu'il aura 16 ans. Ah ben lui, pouf, le voilà repas en étranger. Jusque-là, il pensait qu'il était français. Non, il est étranger. Et il doit demander à être français. Donc on va créer dans les fratries, briser les fratries. Une fratrie, c'est le frère, la sœur, etc. On va briser l'unité d'une fratrie en distribuant comme ça la nationalité entre des gens. Vous voyez l'absurdité, la cruauté, l'inhumanité, l'indignité d'une décision pareille. Vous voyez cette mesure comme ça, qui a l'air, vous savez, très bien pensante. Alors, à 16 ans, il faut décider si on a envie d'être français. Juste une idiotie, inapplicable, grossière, cruelle, et qui ne sert strictement à rien, qui ne changera strictement à rien, et dont on ne voit pas en quoi ça constitue un bouclier contre l'immigration excessive. C'est le contraire, puisque ça fabrique des étrangers à partir de familles qui ne le sont pas forcément. Après, on va de bêtise en bêtise. On reporte le moment d'application des aides sociales. Alors, toutes les aides sociales, allocations, APL, etc., elles ne sont pas toutes de même nature. Mais certaines sont financées par les cotisations des personnes en question. Donc, vous allez au boulot, vous êtes en situation régulière, ou pas d'ailleurs, vous payez des cotisations. Normalement, c'est des cotisations pour une assurance. Qui souscrit une assurance qui s'applique seulement 5 ans plus tard? Vous, quand vous assurez votre bagnole, c'est pas vous payez pendant 5 ans, et puis dans 5 ans, votre voiture est assurée. Non, c'est tout de suite. Vous êtes assuré, donc vous touchez les réparations quand il y a besoin. Et puis sinon, le reste du temps, vous cotisez. On en sait tous quelque chose. C'est absurde, non? Vous demandez à des gens de participer à une assurance, de force, parce que personne n'a le droit de ne pas payer des cotisations sociales dans ce pays, mais vous n'en bénéficiez pas. Qu'est-ce que vous pensez d'une mesure pareille? C'est absurde. C'est tout simplement absurde. Alors, il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Par exemple, l'APL, l'aide personnalisée au logement. Alors, on dit, ça, il n'y a pas de cotise, donc on peut. Mais non, l'aide personnalisée au logement, les naïfs, dans le cas où vous ne le sauriez pas, ça n'a pas été fait pour aider les gens, ça a été fait pour aider le bâtiment. Et avant, on avait une aide à la pierre, et puis maintenant, on est passé à l'aide aux personnes, qui a eu pour résultat, désastreux, que comme il y a une aide aux personnes, les loyers ont augmenté en proportion de l'aide aux personnes. Tout le monde sait ça. Voilà. Qu'est-ce que tout ça rapporte? En quoi c'est un bouclier? À part faire souffrir les gens. Mais je vais entrer là-dessus. Quand quelqu'un arrive, mettons qu'il y ait des enfants, ils sont petits, mais c'est le moment ou jamais de s'en occuper, plus que jamais, d'avoir les moyens de s'en occuper. C'est à ça que servent les allocations familiales. Les belles personnes, elles pensent que les allocs, c'est en quelque sorte de l'argent de poche. Mais pas du tout. C'est ce qui permet à une famille de prendre en charge correctement les enfants. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a besoin d'enfants. C'est pour ça qu'il y a eu des aides. C'est parce qu'il fallait qu'en toutes circonstances, les gens puissent accueillir leurs enfants correctement. Et deuxièmement, parce que la nation, le peuple, considérait qu'on a besoin d'enfants. Et oui, on a besoin d'enfants.
C'est pas bon une société qui vieillit inexorablement et où la proportion de jeunes est de plus en plus faible par rapport à la population totale. Non seulement parce qu'il faut bien que quelqu'un travaille, mais juste parce que c'est la société qui devient invivable s'il n'y a pas des jeunes en nombre qui la dynamisent, qui la bousculent, qui inventent, qui font des bêtises, qui font des trucs très bien, qui découvrent des métiers, qui font des inventions. Alors je termine par la bêtise, alors absolue, totale, 100% stupide. Hein, voilà. C'est la caution pour les étudiants. Alors vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça, je vous explique. D'abord, comme ils se méfient des gens qui viennent étudier en France, ils ont déjà commencé par augmenter les frais d'inscription. On se dit, ah comme ça là, les petits malins qui viennent en faisant semblant qu'ils sont étudiants et qui ne sont pas étudiants, ben, ça va leur coûter quelque chose, ça va les faire réfléchir. Argument de brute. Pourquoi? Parce qu'écoutez, il ne faut pas trop le répéter, mais on a besoin que des jeunes gens viennent de l'extérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez ici. Parce qu'on a besoin de ce bouillonnement de vie. Alors évidemment, vous direz, comment ça, monsieur Mélenchon, il n'y en a pas assez, les salles de cours sont remplies, les bâtiments, on n'arrive pas à les entretenir. Mais non, les amis, ça c'est une autre question. La question des bâtiments et du reste. Nous avons un besoin vital de jeunesse. On a absolument besoin du renfort des jeunes qui viennent étudier chez nous. Et puis après, les gros malins, là, qui sans arrêt vous disent il faut penser à l'attrait de la France et ceci et cela, ben, comment vous croyez que ça se fait? Si vous avez quelqu'un qui vient chez vous, qui apprend chez vous, et ben après, quand il prend des décisions dans son pays d'origine, ben, il tient compte de ce que les Français savent faire, parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il l'a vu pendant qu'il y était. C'est donc pas quelque chose d'abstrait pour lui. Tout le monde comprend ça. Dès que vous êtes dans une réunion de gens un peu sérieux qui parlent de comment on attire de l'investissement, tout le monde parle de ça, du besoin qu'on connaisse notre pays et ses capacités dans les autres nations. Donc cela, on leur a déjà augmenté 16 fois le montant pour eux de ce qu'ils doivent payer pour venir étudier ici. Et maintenant, je ne sais pas quel personnage a pu trouver une idée aussi stupide que de dire « Attendez, vous venez, mais vous mettez un dépôt de caution pour être bien sûr que vous repartez quand vous avez fini. » Pardon, mais vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que vous décidez que tous ceux que vous avez instruits, vous n'avez pas envie qu'ils restent. Pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi vous n'avez pas envie qu'ils restent? En quoi ils vous dérangent? En quoi ils vous posent problème? C'est le contraire. Ils nous apportent des solutions. C'est pour ça qu'on va venir à la conclusion sur le sujet. Nous avons besoin d'immigration et la seule chose qu'on puisse dire aux immigrés, c'est merci. Pourquoi? Parce que ce pays ne peut pas tourner sans eux. Ne peut pas. Si on décide de demander à tous les immigrés de rentrer chez eux, quand on dit immigrés, c'est des étrangers qui travaillent chez nous, hein, faut se rappeler de quoi on parle, eh bien, le système de santé français ne peut pas tourner, parce que nous avons des médecins de tous les coins du monde. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et sans eux, on ne peut pas faire tourner le système de santé. C'est un exemple. Mais là, j'ai pris pour ceux qui ont les métiers qui nécessitent la qualification la plus élevée et la plus spécialisée. Hein. En tout cas, c'est 10 ans de préparation, d'accord? Mais il y a aussi tous les autres métiers. Qui c'est qui va les faire? Vous êtes bien content que quelqu'un fasse le boulot. Alors, au minimum, ça nécessite du respect pour ceux qui le font. Pour ceux qui font ces tâches si dures, le droit de vivre en famille, le droit d'élever ses gamins comme le font les autres familles ici, avec les mêmes possibilités pour chaque enfant de s'épanouir et de contribuer, de participer à la vie de notre peuple. Voilà, c'est pourquoi, quand cette loi pourrie a été adoptée, on a tous été si tristes. Vous savez comment elle a été faite, la loi? Monsieur Macron décide il y a un an, pour faire le malin, qu'il va faire une loi sur l'immigration. Genre, gros clin d'œil, vous allez voir avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Il met un an pour arriver à sortir un texte. Son texte arrive au Sénat, patatras. La droite du Sénat ratiboise son texte et prend dans les arguments de l'extrême droite, parce que c'est même pas la droite qui a inventé ce qu'elle a mis dans son texte au Sénat. Ce texte arrive à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle-même a rectifié le texte. On met une motion de rejet, elle le rejette. Dans tous les pays du monde, quand l'Assemblée nationale, dont la Constitution dit qu'elle a le dernier mot, rejette un texte, point final, le texte est rejeté. Non, pas en France, pays du 49.3, où un texte de loi peut être considéré comme adopté sans avoir jamais été voté. Ben là, il y a en plus ça, un texte est rejeté, ben on dit, bon, ben, alors on va discuter de
en commission mixte paritaire. Toute la France a appris ce qu'était une commission mixte paritaire. Ce n'est pas une commission où il y a des hommes et des femmes, c'est une commission où il y a des hommes et des femmes, mais des sénateurs et des députés. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils font? Mais se mettre d'accord. Sur quoi? Sur quoi? Réfléchissons à la logique. Les sénateurs, ils avaient un texte, mais les députés, c'est quoi leur mandat venant de l'Assemblée nationale? C'est quoi leur mandat? Ben, c'est rejet. Le mandat du député qui est là, l'Assemblée a voté rejet, son mandat c'est de dire rejet. Pas de commencer à discuter les conditions dans lesquelles on va pouvoir venir en France 24 mois ou 3 mois après, enfin je ne sais pas quoi, toutes ces embrouilles qu'ils ont inventées. Donc ceux qui ont fait ça ont trahi leur mission. Et puis en plus, la CMP, pardon, mais c'est une affaire de parlementaires, non? Hein, c'est une affaire de parlementaires, c'est une commission mixte paritaire des deux assemblées. Vous pouvez me dire ce que viennent faire les réunions secrètes à l'Élysée, les magouilles entre le groupe LR et le groupe Renaissance macroniste, parce que c'est ça qui s'est passé. Ça s'est discuté ailleurs, hein, et avec toutes les difficultés que vous savez. Donc c'est vraiment un moment triste, à tout point de vue, pour la démocratie française parlementaire, qui sort ridiculisée de cet exercice. Pour le contrat politique moral du pays, sans aller chercher des grandes circonstances. Le président de la République a été élu contre Mme Le Pen en prétendant qu'il en était le barrage. Bon, c'est pas le barrage, c'est lui qui fait appliquer les dispositions du programme de Mme Le Pen. Donc il y a quelque chose qui est cassé. Il y a toujours des gros malins qui croient qu'en démocratie on fait ce qu'on veut et puis ça n'a pas de conséquences. Vous savez, quand on a voté non à la Constitution européenne en 2005, après le Congrès du Parlement a voté oui sur le même texte, d'accord, ils se sont dit oh, c'est fait, c'est les formes constitutionnelles, non. La démocratie avait été violée, le peuple français a voté à 55% non. Et quand 55% votent non et vous dites oui, j'ai parfaitement compris le message, c'est oui. Hein. Vous cassez quelque chose. Et dans la durée, cette cassure, cette fracture se propage, répand de la méfiance, du dégoût, de l'idée que rien ne sert à rien, qu'aucune institution n'est honnête, qu'aucun homme politique ou aucune femme politique n'est honnête, toutes sortes de choses abusives qui facilitent le chemin des apprentis dictateurs, et il y en a, comme vous le voyez, certains ont l'air tout à fait modernes, d'autres un peu plus anciens, mais c'est toujours la même manière d'être, de brutaliser tout et tout le monde. Ça, c'est la deuxième rupture. La troisième, c'est les principes fondamentaux sur lesquels la France a vécu depuis qu'elle est en République, et progressivement, on peut dire, à partir de la Troisième République et la loi de 1905 sur la laïcité, on peut dire qu'en gros, les grands principes de base de l'ordre républicain français sont fixés. Hein. On a pris tout ce qu'on pouvait de la Révolution de 89, on y a ajouté des choses, on a perfectionné, bref, on peut encore perfectionner. Et puis, après la libération du pays en 1945, les grands principes, comment dire, irréversibles du droit social en France sont aussi fixés. Et c'est tout ça que M. Macron défait morceau par morceau, comme si la France était un jouet à sa disposition, une sorte de Lego à sa main. Alors il change les briques de place, il change les personnages. Non, l'histoire d'un peuple s'écrit dans la durée. Et l'art de gouverner consiste à tenir compte de ce qui dure, de ce qu'il faut changer, bien sûr, parce que continuellement il faut changer, mais quel est l'esprit de la République? C'est toujours de changer ce qui est pour protéger ce qui a fonctionné et essayer de créer les conditions de ce qui doit fonctionner. Par conséquent, gouverner, c'est ce mélange des deux. Alors moi, j'en ai une petite expérience, j'ai été ministre pendant 2 ans, et c'est à ça que j'ai été confronté dans l'éducation nationale. Bon, là, c'était l'enseignement professionnel, mais sans parler de ça, quand vous êtes élu municipal, je l'ai été, ou quand vous êtes élu départemental, je l'ai été, bon, vous êtes confronté à ça, l'art d'appliquer. Et pas, on fait les choses d'une manière et puis c'est tout et c'est comme ça. Non, il faut être capable de comprendre comment une mesure peut être comprise, acceptée ou proposée, évidemment. C'est toute cette subtilité qui a disparu du champ politique. Et vous avez là un homme qui se dit continuellement content de lui-même, qui vient vous dire à la télévision « j'ai fait obstacle à Mme Le Pen alors qu'il a fait l'inverse », il a appliqué son programme. Et ce seront ensuite les mêmes qui vont nous calomnier jour et nuit, nous insulter jour et nuit comme ils le font. Comme si, et c'est leur idée, nous étions le plus grand danger. C'est là-dessus que je vais terminer, la manœuvre politicienne de M. Macron. Ça fait des mois que je vous alerte. Ce qu'ils veulent, c'est que le résultat de l'élection présidentielle soit en quelque sorte transformé. À la sortie de l'élection présidentielle, il y a 4 blocs, des abstentionnistes, de l'extrême droite, de la droite, des macronistes et
la NUPES, les Insoumis. Ce qu'ils veulent, c'est regrouper les trois morceaux. Et à chaque étape, ils essayent de les regrouper en étant en compétition entre eux pour savoir qui va être le leader. Et depuis le début, nous expliquons que dans ce genre de compétition, c'est toujours l'extrême droite qui finit par avoir le dernier mot, et c'est ce qui vient de se passer, sans qu'ils aient besoin de bouger un doigt. Ce sont les macronistes eux-mêmes qui ont été chercher les bouts de texte et qui les ont appliqués pour se donner cette posture de voir voter une nuit l'extrême droite, la droite, et eux, sur un texte qui est en contradiction avec tout ce qui nous fait français et républicain. Moi, j'ai dit des choses dures, j'espère, dans ce que je viens de dire maintenant. Et nous, bien, nous avons un devoir de résistance. Plus que jamais, ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce slogan qui vient si souvent quand nous nous rassemblons, les gens crient résistance. Et les gens réfléchissent, ils comprennent où ils en sont. Je vous ai dit 300 personnes au Tarteret hier soir pour entendre ce qu'il y a dans cette loi. C'est des signes de notre peuple. Manuel Bompard, le coordinateur de notre mouvement, les Insoumis, a lancé un appel pour qu'on arrête les chicayas à l'intérieur de la NUPES, parce que c'est une situation qui est insupportable. Quand nous créons la NUPES, on nous dit c'est l'hégémonie, c'est insupportable. Ils disent puisque c'est comme ça, on s'en va. Quand on dit puisque vous êtes partis, on va essayer de s'organiser autrement, on dit non, on voulait la NUPES. Ce sont des gamineries insupportables et irresponsables, dans laquelle le faux se mélange au vrai sans cesse et nous oblige à des combats de plus en plus confus. Et quel est le prix de la confusion? C'est pas que c'est insupportable à vivre, c'est surtout que ça repousse. On dit ils savent pas ce qu'ils veulent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Insoumis, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils vont continuer à marcher droit dans la direction qu'ils se sont donnée. Et vous avez eu la preuve que les Insoumis tiennent bon. Alors bien sûr, on a aussi, nous, nos histoires, mais ça compte pas. Ce qui compte, c'est que le cap n'a jamais changé. Vous pouvez avoir confiance dans les Insoumis. Les Insoumis, ça bouge pas, c'est stable, c'est ferme, ça reste accroché à ses positions, ça les défend, ça n'a pas peur. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire au lendemain de cette période si terrible que nous avons vécue à l'Assemblée nationale. Vous avez vu quand même, il y a un résultat, c'est que pendant qu'on parle de ça, de quelque chose qui ne correspond à aucun besoin, eh bien, on ne parle pas du reste. Tout le monde s'est fait rançonner de 20% de son salaire, puisque les prix alimentaires ont augmenté de 20%. Et Macron lui-même vous a dit, les prix ne reviendront pas à ce qu'ils étaient avant. Et votre pays, est-ce qu'elle va avoir la même proportion, le même pouvoir d'achat que ce qu'était avant? Bon. Vous voyez, de tout ça, on n'a pas parlé. Pendant cette semaine, tout d'un coup, on a presque oublié de parler du massacre abominable qui a lieu en ce moment, alors que les nations de la terre entière regardent ça, et que toute velléité de l'Organisation des Nations Unies est bloquée par les États-Unis et par le gouvernement de M. Netanyahou. Des crimes de guerre qui s'ajoutent les uns aux autres. Il s'agit de tuer tout le monde dans cette région du monde. Et nous tous qui pensions qu'il y avait là une société qui est capable de se défendre, de se rebeller contre des abus et de protester contre des ignominies, eh bien non, ça continue, jour après jour. C'est une manière terrible de finir l'année, mais on se réconforte en se disant qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour sera un peu plus lumineux que la veille. C'est déjà ça de prix.